Ça va avec vous pour ce 13e épisode de la balado. Épisode surprise en quelque sorte parce que, je vous explique, j'ai été invité il y a quelques semaines à animer un panel lors du colloque numérique responsable qui a été organisé en novembre dernier par le Bureau de développement durable de l'ETS et le CIROD, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Centre de recherche qui regroupe plusieurs chercheurs et chercheuses dans plusieurs domaines, des étudiants aussi. C'est un grand centre de recherche et j'avoue que le côté multidisciplinaire m'a beaucoup interpellé dans cette proposition. Et des gens qui réfléchissent à ce que la transition écologique, ce ne soit pas des bons vœux qu'on lance en campagne électorale. Alors, ils me demandent si ça me tente d'être animateur, et je vais plus loin que ça. Je leur dis, hey, moi, j'aurais envie qu'on enregistre le panel et que ça devienne un épisode où on pourra réfléchir à cette transition numérique, à un monde numérique responsable. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est l'ETS qui organisait ce panel, c'est dans un contexte aussi, si je pourrais dire, d'ingénierie. Donc, ce sont des professeurs, il y a des gens du milieu universitaire, il y a des gens de l'entreprise privée. Vous allez voir, là, ils vont tous se présenter, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment dans une perspective des futurs ingénieurs et ingénieures. Comment on peut faire en sorte que ces gens-là deviennent des agents de changement et non pas seulement une courroie de transmission des désirs de l'industrie. Alors voilà. Deux petites choses. Vous allez voir au début, le son est variable, parce que c'est toujours un défi d'enregistrer dans des environnements qui ne sont pas faits pour ça et devant public en plus. Donc, la discussion est diffusée dans une salle et il y a les micros qui captent ce qu'on dit pour que moi, après ça, j'en fasse un épisode. Alors, il y a un petit ajustement au début, mais après ça, je pense que ça se calme. Il y a eu beaucoup de travail à faire aussi pour enlever l'écho. Et à un moment donné, il y avait une courbe de Larsen aussi dans le son et le technicien n'était plus dans la salle. Une salle qui était surchauffée de gens. Il y avait beaucoup de gens, mais c'est que le chauffage était à fond la caisse. Alors, vous allez voir, on le dit au début, là, il faisait vraiment chaud. Alors voilà, c'est le menu de ce 13e épisode et on se retrouve à la toute fin. Bonne écoute. Wow! Hey, merci d'être là. Nicolas Merveille, vous allez être le premier à vous présenter. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous. Je suis professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, au département stratégie, responsabilité sociale et environnementale, point. Oui. Vous avez une carte d'affaires 8,5-11. Oui, c'est de ma taille. C'est pour ça qu'ils m'ont recruté, en fait. Ils m'ont dit, vous faites 2 mètres, vous pouvez les mettre dans votre poche. Sérieusement ou plus sérieusement, je réfléchis à cette question du numérique depuis maintenant pas mal d'années, mais j'ai été embarqué par le laboratoire d'innovation urbaine à l'époque, qui était à la municipalité de Montréal, pour réfléchir à l'impact social et éthique du déploiement de l'Internet des objets dans tout l'espace public. Et puis c'est devenu après coup une charte qui s'appelle la charte des données numériques. Ouais. Donc c'est moi qui ai piloté ce chantier-là, ce qui légitime un peu ma présence aujourd'hui. Voilà. Merci d'être là. Mohamed Chériette, bonjour. Alors, professeur à l'École de technologie supérieure au département de génie système. Oui. Ma spécialité, elle est en informatique en général, mais plutôt dans tout ce qui est TIC verte. Nicolas Bernier, bonjour. Bonjour Fred. Parlez-nous de vous. Donc, je suis secrétaire général de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. C'est un organisme conseil du gouvernement du Québec, en fait, qui conseille des décideurs et décideuses publiques sur les enjeux éthiques liés au développement scientifique et technologique. Et la Commission a travaillé sur la sobriété numérique depuis 2020 et notamment a publié le rapport Regard éthique sur les effets environnementaux des technologies numériques au Québec. Jessica Trudeau, bonjour. Allô? Vous êtes celle qui sera de l'industrie, je pense, dans ce panel-là. Exact. Donc, c'est ça. Moi, j'ai commencé rapidement, en fait, en marketing pour ensuite, justement, m'intéresser au numérique responsable.
Donc moi, j'ai pas des études là-dedans, mais je me suis intéressée. J'ai traversé du côté de l'Europe et je me suis rendu compte qu'on était en retard un peu. Ouais. Et là, c'est là que je me suis intéressée au sujet et j'ai essayé d'emmener ça ici au Québec. C'est de là justement que j'ai connu les gens ici qui étaient également intéressés. Puis je me suis mis à être un peu plus impliquée. Merci d'être là. Il y a deux grandes idées, deux grands concepts qui vont guider ce panel de discussion. La sobriété numérique et le numérique responsable. Premièrement, on commence par la sobriété, qui est l'action, qui est à quoi s'attendre. Oui. Donc, nécessairement, on doit optimiser, on doit s'attendre à une empreinte écologique moindre. Oui. Après vient le deuxième concept qui va nous guider, c'est la responsabilité ou le numérique responsable. Et ça, on l'habille la sobriété avec quelque chose qui s'appelle éthique et inclusion. Pour devenir après la responsabilité numérique qui devient tout simplement l'ordre de gouvernance ou comment gérer tout simplement cette sobriété. Donc, dans cette philosophie-là, ça nous permet justement de maintenir le numérique avec des conditions et avec, voilà. Je m'arrête parce on donne des cours de 3 heures, donc je peux... Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là, Mohamed Chériat. On va commencer avec Nicolas Bernier et Jessica Trudeau. Évidemment, vous avez des micros, tout le monde, vous pouvez intervenir, mais on a choisi d'avoir des gens qui allaient porter les différentes thématiques. Est-ce que, actuellement, on peut dire qu'il y a des applications qui incarnent déjà cette idée du numérique responsable? Oui, tout à fait. Dans le rapport de la commission, on spécifie qu'il y a 2 grands niveaux de sobriété numérique et dans le fond, le volet individuel, c'est toutes des actions individuelles qu'on peut faire au quotidien, autant les utilisateurs que les entreprises qui peuvent favoriser l'éco-conception des appareils et des services, donc des appareils qui durent plus longtemps, des services numériques qui consomment le moins d'énergie possible. Le problème avec ces initiatives-là, quand même individuelles, c'est qu'ils peuvent parfois favoriser l'éco-blanchiment, notamment des entreprises qui utilisent notamment, comme publicité, de faire un site web vert, alors que les activités sont hautement polluantes. Il y a des risques d'effets rebonds aussi. Ça existe pas, ça, un site web vert? Quand on voit ça, là, on va sur un site, puis est-ce que ça existe ou c'est du greenwashing? Ça peut exister, oui. Un site qui consomme le moins d'énergie, oui, tout à fait. Ça peut exister par le codage. Il y a plusieurs techniques. Ensuite, des effets rebonds aussi. Ça dépend toujours de ces initiatives-là. Est-ce que les gains qu'on va obtenir en optimisation ne vont pas finalement se répercuter par de plus grandes pollutions ailleurs? Ils sont limités. Ils manquent d'une action globale et concertée et ne peuvent pas toujours s'attaquer aux causes structurelles. C'est pour ça que ça prend un volet collectif. Oui. En fait, la sobriété numérique, et là, c'est le volet réglementaire, législatif et des démarches de priorisation des usages pour s'assurer finalement que le cadre global favorise réellement la sobriété numérique et que l'ensemble des entreprises et acteurs du numérique soient finalement équitablement traités aussi avec les mêmes règles du jeu. Donc, on peut penser à la loi RIN en France qui favorise vraiment la sensibilisation et l'éducation, l'allongement de la durée de vie des terminaux, des centres de données beaucoup plus efficace, moins énergivore. Et même au Québec, on peut penser quand même aussi à la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, qui quand même a amené l'idée de retirer les appareils, les téléphones, les écoles primaires, secondaires, et c'est une forme finalement d'application, je pense, de numérique responsable. Okay, ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui a guidé ce retrait des téléphones dans les écoles était essentiellement lié à l'environnement ou plutôt à cette espèce de... J'ai l'impression qu'il y a une injonction. En fait, les adultes trouvent que les jeunes sont trop sur les écrans, mais en le disant, ils sont eux-mêmes sur les écrans. Est-ce que vous avez l'impression que le retrait des téléphones dans les écoles, il y a cette dimension environnementale, verte, éthique, ou c'est simplement... dans notre temps, il n'y en avait pas de téléphone, puis les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas de téléphone. Oui, je peux répondre. Tout à fait. Mais c'est une question un peu qui sort un peu peut-être de ce que je pensais répondre. Mais en fait, il faut penser que la sobriété numérique doit articuler toujours environnement, impacts sociaux et impacts environnementaux, dans le sens qu'on peut penser qu'il y a des effets sociaux négatifs et qu'on doit retirer. Donc, le numérique responsable et la sobriété numérique, nous, dans le rapport, on fait pas une distinction entre numérique responsable et sobriété numérique. On est vraiment au niveau de la sobriété numérique. Et lorsqu'il y a des usages finalement négatifs sur le plan social, on doit le retirer, et tant mieux si ça favorise aussi la sobriété numérique. Jessica Trudeau, vous êtes chez CGI, pour les gens qui connaissent pas, les millions de Québécois qui connaissent peut-être pas CGI, qu'est-ce que vous faites?
CJ, on est une grande boîte, en fait, de consultation en consultation technologique à travers le monde. Donc, on est à peu près 90 000 personnes across the world, je te dirais. Donc, on aide surtout les gens, justement, en entreprise, essentiellement. C'est sûr, c'est de la grosse corporation. On est dans différents domaines aussi, autant manufacturing, financier, etc. Mais justement, je pense qu'aussi, en tant que employés associés de CJ aussi, on a une grande importance aussi. Je pense qu'il y a des applications justement pour répondre un peu à ta question en même temps, puis je vais chapeauter les deux là. Au niveau application, au niveau institutionnel, c'est là que je mets peut-être on a les recherchistes ici, puis après ça, on a la réalité institutionnelle. Je pense que Jessica fait une distinction entre les chercheurs et le monde réel. En fait, je suis entièrement... Je pensais pas que ça allait arriver si vite. Je suis entièrement dans la recherche et j'appuie ça. De l'appliquer en institutionnel, c'est vraiment plus difficile. Oui, voilà. C'est que si je parle en recherche souvent, on va en parler plus tard, je pense que c'est difficile de faire adopter plusieurs applications à l'interne. C'est là qu'on utilise des mots que j'ai hâte de voir justement peut-être avec mes collègues quand on parle de FinOps, GreenOps et IOps. Là, moi, j'appelle ça ma grande roue de sustainability à l'interne. Là. Je me suis fait des dessins et tout. Puis, je pense que c'est comme ça que nous autres, on l'applique au niveau institutionnel. En fait. Est-ce qu'il y a des applications qui incarnent le numérique responsable? Ben, je pense pas que c'est l'application en tant que telle, mais maintenant, je pense que oui, on a des clouds Azure et compagnie. Je pense pas que c'est de la façon maintenant qu'on utilise des applications. Cloud, en fait, Azure, ben, que ça soit Azure ou AWS, en fait, c'est nos grands joueurs, en fait, en ce moment du cloud. Là. Donc, justement, c'est Azure étant, dans le fond, les clouds de Microsoft. Et après ça, ben, AWS, en fait, qui est connu là, d'Amazon à ce niveau-là. Là. Fait que c'est de la façon que l'utilise, je pense, plus que nécessairement l'application en tant que telle. Là. Est-ce qu'on est dans le domaine du rêve quand on essaie d'imaginer innovation technologique, IA? Avant, on sentait que c'était quelque chose de très niché, l'IA, il y a quelques mois, quelques années. Et là, on sent vraiment que les gens l'utilisent, les gens se l'approprient. Est-ce que c'est encore possible d'imaginer une conciliation entre l'IA, l'automatisation et cette idée de sobriété? C'est une bonne question. C'est certain qu'une part de la solution va provenir de l'innovation technologique, notamment au niveau de l'éco-conception des appareils là, et des services. Mais toutefois, on va avoir besoin d'un encadrement législatif plus clair et qui encourage vraiment les pratiques vers des pratiques plus sobres. Mais on a besoin pour ça, pour des recherches, beaucoup plus de recherches sur la question. Notamment, on a besoin de référentiels communs et des méthodes de calcul standardisées pour mettre en relation les recherches pour qu'elles parlent entre elles. Et on a besoin aussi de beaucoup plus de données. Donc, la divulgation des données doit être plus grande parce que... C'est un problème présentement, l'accès aux données? Oui, plusieurs données sont quand même gardées, conservées par les entreprises. On peut comprendre les justifications liées à leur stratégie économique, leur part de marché, etc. Mais il manque... C'est ça. On doit avoir éventuellement des bases de données publiques sur la question pour encourager la recherche, mais aussi des données sur la réglementation, des recherches sur l'impact, notamment la loi RIN en France, davantage de recherche pour voir l'impact de ces réglementations-là, leur efficacité, pour qu'on puisse les utiliser dans notre contexte. Donc, il y a plusieurs recherches là, nécessaires, et c'est des recherches aussi transdisciplinaires qu'on a besoin sur la question, puisque les impacts environnementaux, c'est des impacts qui affectent l'humain, donc les sciences sociales sont impliquées, donc on n'a pas seulement besoin de calcul sur la question. Mohamed Chariot, Puis Nicolas Merveille, je vous invite à prendre votre micro parce que là, on va migrer vers la deuxième thématique parce que là, ça s'entrecoupe, cette idée de responsabilisation, de réflexion sur l'éthique, le social. Mais Mohamed Chariot, vous aviez envie d'ajouter quelque chose? Oui, à vrai dire, je voulais faire un push sur ce que Nicolas parlait de la conciliation entre l'innovation et surtout l'IA. Moi, je dirais l'IA et le numérique en général, c'est un moteur justement du développement économique. Et s'il y a un engouement, parce que tout simplement c'est un vrai véhicule. Maintenant, il va falloir tout simplement au niveau de la responsabilité, c'est comment distinguer le low-tech de high-tech. Et c'est là où il y a la décision. La décision, c'est Attendez. Qu'est-ce que vous entendez par low-tech et high-tech? Dans la bouche d'un professeur qui réfléchit à ça. Voilà, low-tech, c'est-à-dire que c'est consomme moins de ressources. Tout simplement. D'accord. Et je vais démontrer avec l'IA. Et puis le high-tech, c'est si nécessaire, on peut aller gruger dans ces eaux-là. Maintenant,
Prenons un exemple. Par exemple, une IA intelligente qui permet justement de prédire les feux de forêt qui font des ravages. Oui. Ils vont scanner des satellites. Ils vont consommer des serveurs qui consomment beaucoup d'électricité de la taille d'une ville. Et puis, à l'origine du feu de forêt, peut-être même. C'est ça. Et donc, nécessairement, on peut dire c'est waouh, c'est très bien pour l'IA, etc. Mais derrière, il y a une empreinte écologique extraordinaire. Ouais. Alors là où il y a le côté sagesse, où on doit prendre une décision de dire le low-tech, oui pour cette IA, pour justement, à condition qu'on soit low-tech en termes de IA, ce qu'on appelle frugal. Qu'est-ce que ça veut dire IA frugal? C'est justement d'optimiser les ressources. Par exemple, on peut distiller l'information, de lieu d'utiliser les 100% de 100 Tera, etc. Ouais. On peut utiliser uniquement une quantité d'informations et on fait la même performance. Donc, dans cette logique-là, on peut toujours utiliser la même IA, mais avec d'une manière intelligente. Donc, il y a une sorte d'optimisation. Mais ça, là, puis Nicolas Merveille, je veux que vous embarquiez dans cette discussion-là. Est-ce que ce sont des vœux pieux? Ou ces arguments-là que Mohamed Sherif vient d'avancer, ils ont une traction sur le terrain? Alors, il y a une belle question qui a été posée en 1930. Ah, bon. Ouais. Alors, disons, il y a un gars qui un matin se lève et il dit « Est-ce que l'on peut gérer biologiquement le social ?» Et ça, c'est sa question. C'est une magnifique question. Oui. Qui peut faire peur un peu. Et mais après deux tasses de café, il se dit le seul moyen de répondre à cette question, c'est d'écrire un livre. Oui. Et il écrit un livre qui devient quelque chose de très populaire parce que ce livre s'appelle Le meilleur des mondes et l'auteur en question, il s'appelle Aldous Huxley. Oui. La question que je viens de mentionner, elle n'est pas dans le livre. La question que je viens de mentionner, elle a permis et lancé l'idée de rédiger le livre. On est à Montréal en 2025 et on a nouvellement une belle question. Je me suis levé ce matin, j'ai pris un café, je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'on peut gérer algorithmiquement le social ? Ouais. Et en fait, ce qui est formidable, c'est de voir que ce qu'on a pu faire pour le biologique, on ne le fait pas du tout pour le numérique. Alors, la belle nouvelle... Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'on sait... Le jour où quelqu'un s'est permis de te poser la question « Est-ce que l'on peut gérer biologiquement le social ?» Je peux vous dire que ça a vite réagi. Et qu'est-ce qui a réagi ? Le politique. Ah ouais. Et donc là, vous m'avez mentionné le juridique, ouais. Vous m'avez mentionné l'éthique, et vous avez tout à fait raison. Mais il manque quelque chose de phénoménal. C'est qui va l'idée sur la place publique cette belle question en sachant qu'elle nous traverse quotidiennement. Ouais. Et ce qu'on a réussi à faire sur le biologique, on se refuse, donc c'est une décision politique, de le faire pour l'algorithmique. Alors là, on a une responsabilité les uns vis-à-vis des autres, et je crois que la première responsabilité que l'on a liée au numérique, c'est de s'organiser collectivement pour décider ce qu'on fait. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette discussion, c'est qu'on parle enfin de l'infrastructure. Ouais. Et c'est la première chose la plus importante à faire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui ignorent superbement que le numérique, c'est une infrastructure. Ouais. Et comme les ponts, les routes, les barrages, on fait des évaluations d'impact. Il faut faire la même chose pour le numérique, vous voyez. Est-ce que... Là, je lance des questions. Hein. Il y a pas de... C'est comme dans les brainstorms, il n'y a pas de questions idiotes. Est-ce que c'est pas un peu voulu d'une certaine façon? Est-ce qu'on ne veut pas justement effacer les infrastructures pour garder ça un peu évanescent? Est-ce que ça fait partie de la culture numérique ou c'est juste qu'on ne met pas nos yeux, notre regard collectif aux bons endroits? Vous avez un monsieur qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Merleau-Ponty, Maurice, philosophe français, je suis désolé, oui. qui a parlé sur visibiliser et invisibiliser. Vous avez une volonté politique d'invisibiliser les problèmes, vous avez une volonté politique d'invisibiliser des infrastructures. Ça arrange énormément d'intérêt d'invisibiliser l'infrastructure, pour des raisons dont on comprend très bien. Ouais. Et alors... Non, mais on est dans une école d'ingénieurs où normalement les infrastructures, on les voit, c'est des ponts, c'est des routes. Mais il y a un désir de beaucoup
de responsables de ces infrastructures, de voir comment est-ce qu'ils pourraient interagir dans le physique, c'est-à-dire la matérialité. Ouais. Vous avez par exemple une situation à l'heure actuelle, c'est les data centers qui rêvent d'avoir des projets d'économie circulaire parce qu'ils produisent une chaleur phénoménale. Ouais. Et D'ailleurs, on l'a vu ici présentement dans la salle. S'ils pouvaient mettre J'espère qu'elle va être recyclée dans quelque chose. Là, s'ils pouvaient mettre des piscines ou des saunas au-dessus de chez eux, ils seraient les premiers à le faire parce que ils disent c'est quand même dommage de perdre. Donc on voit, je trouve, de la part de ces responsables d'infrastructures, une volonté d'être toujours plus intégrés à tous les systèmes de la société. Vous avez parlé du politique, Nicolas Merveille. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens? Là, je sais qu'on sort un peu de ce qui était prévu, mais c'est la beauté des panels de discussion. Parce qu'on se demande... On en parlait juste avant d'enregistrer, il y a des procès qui s'organisent parce qu'on se demande qui est responsable avec toute cette culture numérique quand elle déraille, les impacts environnementaux, les impacts de surveillance. Comment on peut s'organiser collectivement pour que ça nous échappe pas? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pistes d'action, puis c'est sûr que nous, au niveau de la responsabilité, dans le rapport de la commission, on mise beaucoup sur la responsabilité politique. Ouais. La responsabilité politique qui vise à responsabiliser, à s'assurer que l'ensemble des acteurs du numérique soient responsables par rapport à leur empreinte environnementale. Et donc, c'est certain qu'on met de l'avant là, le fait que l'État est celui qui définit les règles du jeu et il peut vraiment favoriser des normes environnementales plus élevées sur l'éco-conception, l'efficacité énergétique, la circularité de l'économie, les systèmes de récupération et de réemploi des appareils, lutter contre l'obsolescence. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses et aussi peut faire vraiment preuve d'exemplarité tout en soutenant vraiment les initiatives citoyennes et il y a un besoin d'éducation très grand sur la question. Donc, la question de l'empreinte environnementale du numérique doit s'inscrire selon le rapport qu'on a publié à la commission dans l'ensemble des cursus scolaires, primaires, secondaires, mais aussi la formation des ingénieurs, bien entendu. Mais on va en parler tantôt de la formation des ingénieurs, mais est-ce que vous avez l'impression que les politiciens et les politiciennes saisissent bien, Nicolas Merveille aussi, vous pouvez commenter, est-ce que le politique saisit bien les enjeux réels ou est pris dans cette idée de on va prendre ce qu'on a besoin pour que ça ne nous nuise pas, parce que des politiciens, ce que ça fait, c'est de la politique. Et vous avez beaucoup de gouvernements de ce monde à qui on s'est finalement rendu compte qu'il fallait donner des cours sur le réchauffement climatique, parce que quand ils étaient en train de prendre, des fois d'avoir des cours. Quand ils étaient en train de prendre leurs responsabilités, on avait rapidement perçu qu'ils n'y comprenaient strictement rien. Ouais. Eh bien, je crois qu'il faut faire exactement la même chose avec le numérique, c'est-à-dire simplement sensibiliser nos élus et les gens qui prennent des décisions à cette réalité et à cette infrastructure. Ça serait le minimum. Après, il ne faut pas se dédouaner non plus. On a tous, à tous les étages de la fusée, on a chacun notre responsabilité. Dans notre cas, nous, c'est-à-dire les citoyens, c'est essentiellement en termes d'usage que ça se pose. Mais dans le cadre de la production, c'est bien sûr toute la dimension hardware, c'est matériel. Donc là, il y a des réflexions à avoir sur ce que Mohamed fait au quotidien. C'est finalement comment réduire cette empreinte écologique liée au numérique. Donc on a une responsabilité évidemment en tant qu'usager. Mais on a aussi, en tant que citoyen, l'obligation de demander à nos élus d'accepter de se faire former. Vous voyez. Donc c'est des deux côtés. Jessica Trudeau? C'est là que je vais mettre mon chapeau institutionnel. Là. Oui. C'est que, effectivement, là, je vais rebondir un peu qu'effectivement, tu sais, au niveau justement de la recherche et tout, puis gouvernemental, il faut avoir l'appui. Parce qu'en ce moment, quand justement le capitalisme mène le monde en ce moment, là, on va se le dire. Oui. En ce moment, toutes les décisions sont menées encore, puis on en discutait en arrière-scène tantôt. Toutes les décisions sont prises dans une seule optique capitaliste. Ouais. Donc, moi, enfin, quand je joue un peu le bon cas de backup, je vais dire comme ça, c'est oui, OK, on peut faire ça, mais moi, on me regarde de l'autre côté en me disant, j'économise combien? Fait que c'est quoi la réelle valeur? Donc, dans son temps, ça sera pas une loi ou un peu comme qu'on a fait avec les rapports ESG à l'époque, justement, que ça soit demandé, que ça soit pas nécessairement une loi, mais que ça soit une obligation aussi. Fait que oui, je pense qu'il y a une grosse pesée, qui dit, OK, oui, il faut éduquer les gens, mais à un moment donné, c'est pas juste éduquer. On va le voir avec justement nos enfants. Si on leur oblige pas de pas avoir leur téléphone, ils vont l'avoir, le téléphone. Non, c'est clair. Mais on l'a nous aussi, le téléphone, parce que on baigne. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on baigne dans cette culture-là. Et il y a cette idée aussi de ne pas manquer le bateau, je pense, qui est très présente, même si on comprend pas toujours les implications. C'est quand même difficile. Comment on va pouvoir... là, je sais, c'est abstrait, mais quand même, on est là pour ça.
se trouver un cadre commun pour que l'industrie, parce qu'on n'est pas naïf, en attendant de détruire le capitalisme, il va falloir faire avec. Comment on va faire pour se trouver un cadre commun politique, scientifique, industrie, citoyen, pour qu'on évite d'une certaine façon la catastrophe. Peut-être que je suis pessimiste, mais j'ai quand même l'impression, pour lire un peu sur le sujet, bien que la littérature est vaste, que si les choses ne changent pas, on s'en va dans quelque chose qui sera pas agréable. Là. Il est peut-être difficile à décrire, mais ça sera pas tout seul, là, cette belle transition. Sur la dimension de durabilité, les objectifs du développement durable, c'est pas tombé du jour au lendemain du ciel. On a mis beaucoup de temps à négocier entre toutes les parties prenantes, c'est le mot qui est utilisé encore aujourd'hui, pour essayer d'arriver à un cadre commun. Ce cadre commun, beaucoup de personnes le critiquent, mais il a quand même le mérite d'exister. Ouais. Donc je pense que vis-à-vis du numérique, on va devoir faire un boulot assez équivalent, c'est-à-dire de tous se rassembler autour d'une table et dire, bon, écoutez, comment on fait ? Ça prendra du temps, oui, mais si on le fait pas, ça se fera pas. Ouais. Donc il y a une fois de plus là quelque chose qui est de l'ordre du souhait qu'il faudrait opérationnaliser, parce qu'on est beaucoup à constater que finalement, in fine, on a des impacts négatifs ou des conséquences négatives d'une utilisation irresponsable ou d'une fabrication et d'une installation, d'un déploiement irresponsable, dont le coût sociétal est tout à fait ahurissant. Mais est-ce que les gens comprennent ce coût-là? Moi, je suis pas certain parce qu'il se passe pas ici au Québec nécessairement, ce coût-là. Il est externalisé. On a beau le répéter, il y a des livres qui l'ont nommé, qui le démontrent. Mais j'ai pas l'impression que collectivement, on comprend. Mais en fait, on va comprendre quand on va avoir nous-mêmes les impacts, je pense. Mais présentement, les impacts sociaux du numérique au Québec, je suis pas certain qu'on les vit tant que ça. Oui, et même quand on baigne dedans, on n'a pas non plus plus de facilité à le mesurer. Moi, j'enseigne à des enseignants du secondaire qui veulent se spécialiser sur sciences et technologies et qui enseignent ça au secondaire au Québec. Et l'un des professeurs qui était dans cette classe me disait, vous savez, Monsieur Merveille, la plus belle chose qu'on a faite pour la génération qui arrive, pour le Québec, c'est d'avoir interdit les écrans au secondaire. Ah ouais. Il est prof, il les a au quotidien, et il considère qu'en tant qu'enseignant, lui, la plus belle chose qui a été faite, c'est ça. Il y avait ce monsieur incroyable qui s'appelait Bernard Stiegler, désolé, encore un Français, je suis désolé, les Français. Qui disait on n'a toujours pas le recul pour savoir quel est l'impact de la télévision sur les familles américaines et mondiales. Je pense qu'on commence à comprendre. Et oui. On regarde l'actualité, on commence à comprendre. Et il annonçait que certaines universités s'étaient dotées d'un système de recherche pour finalement avoir 70 ans de suivi de familles américaines. Donc, vous voyez, est-ce qu'on a compris ce que ça nous fait? Je pense pas. Mais il faut l'étudier. Je peux faire un autre pouce sur cette question-là. Moi, je pense c'est comme un cercle vicieux. On tourne en rond, surtout par rapport au numérique. Et on a parlé tout à l'heure, et c'est une question centrale, ce que vous avez posé tout à l'heure, c'est la notion d'invisibilité. Oui. C'est l'invisibilité qui pose le problème justement de faire quoi. Oui. Et donc c'est dans cet esprit-là que le numérique, on n'arrive pas à l'encadrer et le cadrer correctement. On a des chiffres. Quand on dit on ne sait pas l'impact, on connaît l'impact. Oui, oui. D'accord. C'est 5%, 6%, et puis chaque année, etc. C'est 25% on sait tout ça. Mais tellement c'est invisible qu'on n'arrive pas à le regarder en face. Et donc, la notion de tout à l'heure de la philosophie, j'aime bien mon philosophe, Nicolas, c'est que... C'est beaucoup de français, mais il est quand même sympathique. Non, mais c'est... on les aime bien. Ah oui, je fais des blagues. Parfois. Donc, l'idée de l'invisibilité, mais ramène l'autre concept qui est intéressant, c'est l'infrastructure. Oui. Le fait qu'on met un nom sur quelque chose, l'infrastructure, ça devient maintenant matériel. Oui. Et c'est là où on peut gagner cette bataille-là. Bon, ben là, j'ai envie qu'on parle, parce qu'on est dans une école d'ingénieurs, Mohamed Chériette, on pourrait peut-être parler du rôle de l'ingénieur dans un futur numérique responsable. Très bien. On le sait, historiquement, l'ingénieur, c'est celui qui bâtit les infrastructures, les ponts, des réseaux, des systèmes. Et là, aujourd'hui, il bâtit des environnements numériques. Est-ce que ça change fondamentalement le rôle de l'ingénieur? Oui. À vrai dire, le rôle de l'ingénieur,
Et surtout, il doit passer. Maintenant, on est en train de faire la transition de l'ingénieur de demain. Oui. Il est entre aujourd'hui et demain. Okay. Parce qu'il y a des efforts de l'OIQ, surtout des écoles d'ingénieurs dans cette direction-là. C'est de passer d'un simple technicien ou de concepteur à un gardien du bien public. Et là. Et donc, s'il devient le gardien, donc là, il met un chapeau supérieur qui est l'observation. Voilà. Et là, il peut observer, il peut dire même non. Le meilleur exemple où j'ai trouvé, et on peut illustrer cela, c'est l'histoire de Hydro-Québec et les barrages de Lévis avec Microsoft. Ce qui s'est passé, c'est 2024-2025. Il y a Microsoft qui vient avec ses gros sabots. Oui. Et donc, ils veulent mettre un hyperscale data center de 600 mégawatts à Lévis, dans le sud du Québec. Okay. Eh ben, oui, mais ça n'a pas été annoncé par le gouvernement? C'est ça, voilà. Le job payant, et à la on presse, est content. Et à la presse, il y a un excellent justement, article qui permet de dire non à Microsoft avec une voix de Hydro-Québec et le Québec en entier, c'est-à-dire avec le ministère. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué les critères. Est-ce qu'il y a une ACV complète? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on peut justement réduire l'empreinte écologique des data centers et qu'ils font preuve justement de cesser leur activité au moment de pointe? Parce que Hydro-Québec, ils ne pouvaient pas justement satisfaire la demande de l'hydroélectricité. Okay. Sinon, Hydro-Québec, ils vont acheter du fossile à l'extérieur pour pouvoir justement satisfaire les Québécois. Et donc, ils ont dit non. Et ça, c'est justement, c'est un exemple. Et c'est un exemple justement de dire non avec l'éthique de l'ordre des ingénieurs. OK. Vous dites qu'on est dans un entre-deux. Jessica Trudeau, vous pouvez embarquer dans la discussion aussi si le cœur vous en dit, parce que vous êtes dans l'industrie. Est-ce que vous avez l'impression que ce rôle, cette mutation du rôle de l'ingénieur, on est dedans ou ça s'en vient? Est-ce que c'est un rêve impossible? Possible. Ce que je suis contente d'entendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on va former, en fait, nos ingénieurs avec, justement, cette conscience morale-là. En ce moment, c'est un peu notre rôle, et ben, en tout cas, du moins, là, dans le domaine financier, je porte un peu la casquette, justement, d'essayer, justement, de les apporter, parce qu'en ce moment, comme je dis tantôt, je réitère, là, toutes les décisions, puis la pression qui vient d'en haut, c'est capitaliste. Donc, c'est là qu'on disait... C'est les profits, c'est les rendements. C'est ça, exact. Fait que dans le fond, moi, maintenant, à place de parler en pourcentage, maintenant, on va parler beaucoup en dollars. Fait que là, justement, quand on parlait de FinOps, le FinOps, c'est quoi? Ça va être là une façon d'utiliser, justement, de réduire les coûts, justement, en cloud ou les coûts opérationnels liés à des licences, au développement, ces choses-là. Donc, on a une grosse part, et là, je vais mettre ma casquette de CGI, justement, en tant que consultante, un peu de les éduquer vers là. C'est pas facile. Je vais être franche, là. À l'interne, justement, au niveau infrastructure, on le voit dans le domaine financier. Dieu sait aussi qu'on en a beaucoup là, dans le domaine financier. Moi, je découvre tous. Là. C'est énorme. Là. On a une grosse partie à prendre là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous découvrez dans le domaine financier? Moi, en fait, je chapeaute tout le domaine financier au complet. Donc, le domaine financier, nous autres, quand on discute, le domaine financier ici, au niveau données, entre autres, quand on parle de nos données Desjardins, Banque Laurentienne, Caisse de dépôt, moi, on les chapeaute tous à CGI. On le voit, ce qui se passe. Là. Fait qu'infrastructure, souvent, ça va être OK, ben go, on livre. C'est basé sur la livraison, la rapidité, l'innovation, et rarement avec une décision morale de sobriété numérique. C'est là que moi, j'arrive en disant, ben voilà, avec un exemple tangible cette année, si on fait un exercice de FinOps, mais on est arrivé, je peux pas le nommer malheureusement aujourd'hui, à 2 millions d'économies. Et là, c'est là qu'on dit, OK, mais là, OK, donc, oui, on est devenu vert, c'est mais on a... C'est cet angle-là qui prédomine encore. Nicolas Merveille, vous aviez envie d'ajouter quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui nous tombe dessus. C'est une nouvelle exigence. Ouais. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Bon, moi, je suis là, je parle 5 minutes, je cite 2 philosophes. Et français en plus. Il y a des gens qui ont quitté la salle en passant. Il avait un nom de famille sympa, mais il n'est pas si sympa que ça. Ça veut dire que la philosophie peut être utile pour réfléchir le monde dans lequel on est. Et ça, dans une école d'ingénieurs, pardonnez-moi les gars, mais c'est une découverte parfois. Ouais, je comprends. À l'inverse, j'ai beaucoup d'étudiants, mais je vais être gentil là tout de suite, j'ai beaucoup d'étudiants en philosophie qui aimeraient travailler sur tous ces objets-là et qui ne le font pas parce qu'ils n'y comprennent rien. Ah ouais, c'est ça. Donc il y a besoin d'un rapprochement évident entre ingénierie et sciences sociales parce qu'on ne peut plus imaginer
que d'un côté, ils vont réfléchir dans leur bibliothèque sur un truc qu'ils ne comprennent pas, et de l'autre côté, qui continuent à dire « j'ai peut-être des solutions », mais qui ne lisent pas les philosophes. Je vous donne juste une date. 2000. L'année 2000. General Motors, la moitié de son budget en recherche et développement était l'équivalent de tous les budgets publics de tous les gouvernements d'Amérique latine accumulés. La recherche ne se fait plus tellement dans les universités, elle se fait dans l'industrie et le service. Et je continue à avoir énormément de gens, de philosophes et de sciences sociales qui pensent qu'on peut comprendre le monde sans aller dans l'industrie. Donc il y a besoin d'un véritable rapprochement très puissant entre ces acteurs pour effectivement apporter une réponse responsable à un monde qui est en train d'aller vers quelque chose qui nous surprend tous. Ok. Je tiens à mentionner quand même que ce sont deux philosophes. Ce sont deux philosophes qui ont rédigé le rapport de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, mais qui n'ont pas cité Merleau-Ponty, malheureusement, Nicolas. Et que la commission, quand même, est un lieu. Ils sont pas français. Et la fonction publique, ce qui est intéressant, ce qu'on fait à la commission, c'est qu'on fait des comités d'experts. Donc, on a formé un comité vraiment qui a permis d'orienter les actions. Et réellement, à la commission, on le voit, le rôle de la philosophie pour analyser les situations de manière critique. Donc, il faut avoir davantage ces lieux pour réfléchir aux questions technologiques, je pense. Mohamed Chériet, j'imagine que ça vous parle, ça? En tant que professeur de... Est-ce que vous pratiquez déjà cette multidisciplinarité? Tout à fait. Mais j'aimerais bien revenir à la première question qui est le rôle de l'ingénieur. Oui. Et puis la mutation. Pour muter, il lui faut 3 piliers. D'accord? Rapide, c'est-à-dire pour qu'il peut donner son avis rapidement. L'ACV, et ça va rentrer dans les universités, ce que j'en souhaite, que ça rentre dans tous les niveaux. L'ACV, c'est l'analyse par cycle de vie. C'est-à-dire, c'est toutes les phases... Que ce soit l'accident cardiovasculaire. Non, c'est pas ça. Mais c'est l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire, c'est le calcul de l'empreinte écologique de produits ou de programmes, de la production jusqu'à l'opération, jusqu'à fin de vie. Et dans cette cycle de vie-là, on donne la réalité, l'heure juste du produit ou du programme. Et donc, l'ACV Express, que ça veut dire, au lieu de le faire à travers l'ISO 1040, etc., pour avoir quelques mois pour avoir l'empreinte écologique, un ACV rapide de 48 heures, vous savez est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'éthique by design ou par design. L'éthique par design, donc quand on construit, on prend en considération dans les designs de l'éthique. Et donc, nécessairement, le biais, l'inclusion, etc. Et maintenant, dans nos domaines de recherche, c'est une question sine qua non auquel le chercheur doit répondre. C'est quoi votre recherche? À quoi, comment, quand vous faites votre design, est-ce qu'elle respecte ce qu'on appelle les DI, les facteurs de l'éthique, etc. Et le troisième, c'est tout ce qui est modularité. Pourquoi la modularité? Parce qu'on veut réparer, et facile à réparer. Et donc, nécessairement, l'ingénieur, dès le départ, il n'est pas complexe dans sa vision, mais tout simplement, il est régi par des critères qui le ramènent vers la sobriété et vers la responsabilité. C'est-à-dire, c'est un ensemble. Et pour faire un jump sur la question de sciences sociales dans la boucle, eh ben, elle est aussi sine qua non parce que on a appris à vivre ensemble et à discuter. Et puis, je le comprends de plus en plus. Parce que c'est un philosophe. Et donc, on s'aime bien. On s'aime bien. Et donc, on a senti la nécessité, et ça, c'est un petit peu l'ADN du CEROD. Il est interdisciplinaire, donc c'est sciences sociales et le génie, et puis transdisciplinaire, on travaille avec le milieu preneur. C'est-à-dire, il y a l'écho du terrain sur le design. Et c'est ça la force, justement, du CEROD pour pouvoir réaliser et opérationnaliser le développement durable. C'est dans cet esprit-là que l'équation, elle est complexe, et les universités, maintenant c'est un message pour l'ETS et pour la Polytechnique et les universités. Et d'ailleurs, l'ETS, elle fait un effort extraordinaire dans cette direction. Polytechnique, la même chose. L'Université Laval, on a inclus des cours de développement durable. Maintenant, il faut se pencher sur le numérique responsable. C'est-à-dire où l'étudiant, dans
son cursus, à la fin, quand il donne son projet de fin d'études, il faut qu'il inclue au moins l'ACV, c'est-à-dire l'analyse de cycle de vie, plus tout ce qui est éthique, un test d'éthique, comme quoi tout simplement il passe le test. Voilà. Quand sa formation va être terminée, par contre, est-ce que ça... Parce que là, on le sait, l'ETS, les gens qui écoutent l'épisode présentement ne le savent pas parce que les micros n'étaient pas ouverts. Mais on a parlé comment l'ETS, entre autres, collabore avec l'industrie depuis longtemps. Est-ce que c'est tous ces belles idées-là percolent ensuite quand on est sur le terrain? Parce que là, c'est sûr, on est tous d'accord, là, puis on est dans un colloque qui réfléchit à ça, qui veut que ces idées-là se déploient. Mais, Jessica, dans l'industrie, est-ce qu'il y a cette... là, je dis l'industrie, vous ne représentez pas toute l'industrie, mais est-ce qu'on sent que cette interdisciplinarité-là, elle est intéressante? Elle est intéressante. Est-ce qu'il y a des philosophes chez CGI? Moi, je ne dis pas la fille. Non, pas du tout. Mais moi, c'est ça. J'ai toujours le petit diable et à côté parce que j'essaie de voir la réalité des deux. Puis c'est là, après ça, que je vais voler ta job, Fred. Oui. Je vais poser une question à moi-même parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, on essaie puis on veut tous, là. C'est comme un peu, on veut sauver la planète, on veut économiser de l'eau et tout et tout. Oui, mais en même temps, oui et non, d'une certaine façon, mais en tout cas. Oui et non. Puis on en revient toujours, comme je te dis, au capitalisme. Comment on va faire pour casser ça? Oui. À court terme, je vous dirais que j'ai pas beaucoup d'espoir. Là. La terre à terre ici, justement, elle va dire, je pense qu'on a beaucoup d'éducation à faire. Ouais. Évidemment, dans le Dream, on va essayer de monter la barre. Toutefois, j'ai une question pour toi, Mohamed. J'essaie encore, là, puis peut-être qu'on va falloir qu'on travaille ensemble pour arriver à cette mission. Toutefois, c'est justement comment on peut... Parce que oui, ceux qui vont sortir naissant justement de la coquille de l'ETS ou de la Polytechnique va pour moi arriver beaucoup trop tard, d'après moi. Donc, à court terme, comment on fait pour convaincre justement des Charlemont ou des nos grands chefs justement de Montréal à les amener vers là et à réfléchir vers là, puis à tourner aussi. Charlemont, c'est le CEO de la Caisse de dépôt, Placement du Québec. Okay. Ah oui. Donc, avec qui on a plusieurs conversations. Justement, ils veulent aller de l'avant, mais encore une fois, on a le gouvernement. Ça, c'est des parapublics. Hein? On a le gouvernement qui dit, ouais, mais c'est quoi la rentabilité de ça? On est toujours obligé de prendre des décisions par rapport à ça. Il faut quand même le dire, avec ce qui se passe présentement au niveau américain, avec un changement de doctrine à plusieurs niveaux. On sent qu'il y a une théorie du choc aussi. Il y a des gens qui en profitent. Le gouvernement fédéral et provincial veut investir de plus en plus dans le militaire. On sent que ça va être difficile, là. Tous ces beaux concepts qu'on développe depuis tantôt, là. Est-ce qu'on va avoir une industrie militaire éthique avec une infrastructure numérique? Bon, on a des gros défis devant nous, là. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça va être quelque chose. Vous avez, à l'heure actuelle, parce qu'on parle d'industrie, puis je travaille avec l'industrie parfois, vous avez un acteur qu'on n'a pas mentionné, pourtant, qui est en première loge, c'est l'administration publique. Oui. Et on les éclaire très peu vis-à-vis de ça. Quand l'équipe des TI de la municipalité de Montréal a fait son appel d'offres en 2017 pour dire il y a des enjeux éthiques et d'acceptabilité sociale liés à Internet des objets, c'était vraiment la partie immergée de l'iceberg, parce que quand on allait les rencontrer, qu'on parlait avec eux, ils nous posaient déjà en 2017 des problèmes de gouvernance qui laissaient comprendre qu'il fallait imaginer une réingénierie de l'administration publique pour pouvoir accompagner les défis qu'ils étaient en train de cerner. Vous voyez ? Alors, on peut se la jouer toujours très pessimiste, mais moi, je vous dirais la chose suivante. Je viens du monde environnemental. Et ce qui est décrit comme trajectoire globale est toujours relativement inquiétante. Oui. D'accord ? Ça fait partie... On panique, d'accord ? Par contre, dès qu'on s'intéresse à ce qui se passe au niveau local, on est surpris de découvrir l'imagination, on est surpris de découvrir le savoir-faire, on est surpris de voir de la créativité. Donc si on se raconte des histoires au niveau global, continuons à flipper. Et on adore ça. Le monde occidental aime la peur. Alors, en même temps, il n'y a pas quelque chose de... Mais par contre... Il n'y a pas un ressort intéressant, justement, à ne pas s'asseoir... Montréal a été capable de planter la première charte des données numériques au monde. C'est la première ville au monde qui l'a fait. C'est simplement une initiative de 6 personnes dans une administration publique.
Donc, il ne faut pas déconner. On est quand même capable, quand on un veut, bel hommage aux de mettre- fonctionnaires que vous nous offrez là, Nicolas Merveille. Alors, c'est peut-être parce qu'une fois de plus, je suis français, d'origine, Oui. et que j'ai la technocratie dans le sang. Oui. Mais j'ai rencontré des technocrates éclairés, vraiment éclairés, à qui je tiens à témoigner mon hommage, parce que eux, ils n'ont jamais perdu de vue le bien commun et l'intérêt général. Mais j'étais sérieux, c'est un bel hommage parce qu'on a présentement un discours politique où on veut réduire la fonction publique de façon souvent... On nous donne pas de preuves, on donne des chiffres et les médias ont un certain discours aussi qu'il y en a trop, il y en a toujours trop, puis on se rend pas compte qu'il y a une expertise et il y a des choses qui se font concrètement, mais qu'on voit peut-être pas, un peu comme les infrastructures numériques sont invisibilisées. Okay. Tu sais, je vais juste rebondir super rapidement aussi, puis je vais faire vraiment une corrélation avec la santé aussi, là. Je pense que souvent, ce qu'on aime... je pense qu'on va parler peut-être au monde entier, c'est que souvent, on agit dans le moment de l'urgence. Donc, quand ça arrive, là, on réagit. C'est comme la médecine, on va attendre qu'il y ait eu un cancer avant qu'on commence à réaliser. Est-ce qu'on a tout le monde a des batteries de tests pour vérifier qu'on est correct à toutes les années? Non. Pourquoi? Ben là, ça, c'est un autre... Est-ce qu'on n'a pas accès à un médecin, c'est pour ça? C'est un autre débat politique, mais là, je pense que aussi, tout ce qui est le côté numérique responsable, ça vient à ça. On essaie d'y aller en prévention. Puis malheureusement, c'est sûr que moi, j'ai mon côté pessimiste là, québécoise qui me dit que les gens vont réagir la minute que là, ça va commencer à faire mal. Bon, ben justement, on va terminer avec ça. On va ouvrir vers l'espoir. Nicolas Merveille, vous l'avez fait un peu. Vous êtes un peu le marchand de bonheur de ce panel. Si on se projette... On m'a payé. Oui, je m'a sais. payé. On est tous grassement payés. Si on se projette dans 5-10 ans, OK? Je sais que c'est dur de le faire parce que si on recule il y a 5-10 ans, on n'aurait pas imaginé peut-être où on en est aujourd'hui, mais en même temps, je ne veux pas être trop pessimiste parce que Nicolas va me taper sur les doigts. Si on se projette dans 5-10 ans, à quoi va ressembler un numérique responsable? Oui, écoutez, moi, c'est mes travaux. Alors, alors voilà. Alors, c'est facile. Oui. Vous me posez des questions où je passe mon temps à y réfléchir. Non, il y a des gens qui ont répondu à ça. L'université de Sherbrooke a embauché une jeune professeure que j'ai eu la chance de pas encadrer mais d'écouter. Oui. Et elle disait quelque chose d'assez joli. Elle disait il va falloir passer de la résolution de problèmes à la gestion de paradoxes. Et je pense que c'est le grand défi d'un institut comme l'ETS ou de Polytechnique, c'est d'arrêter de former des gens pour résoudre des problèmes, parce que résoudre des problèmes, c'est quand même une absence totale d'humilité. On se croirait en France. Vous savez, c'est-à-dire qu'il faut absolument cerner quelque chose. On a de plus en plus du mal à prévoir, on a de plus en plus de mal à deviner, on a de plus en plus de mal à gérer de la prospective. Ouais. Et en fait, on est de plus en plus obligé à dealer avec des dynamiques tout à fait antithétiques ou contradictoires. Et là, on a besoin d'ingénieurs qui nous aident, parce qu'ils le font très bien, à se présenter. Donc, le faire, ça veut dire repenser les filières, repenser la manière de les former. Et je pense que là, il y a un magnifique défi, c'est cette ingénierie du 21e siècle qui va devoir accepter le fait que le paradoxe est au cœur de son activité professionnelle. Intéressant, vraiment. Mohamed Chériet? Oui, à vrai dire. Ça va être votre dernier mot pour cette discussion. Ah oui, pour cette discussion. Oui, après ça, j'imagine que vous avez 3-4 autres panels où on vous entendra, mais pour cette discussion-là... Excellent. Moi, j'aimerais bien, à vrai dire, puisque c'est le dernier mot, peut-être de proposer, puisqu'on est peut-être dans les recommandations, c'est d'avoir, et peut-être ça va pousser les politiques à agir, un permis pour l'IA et pour le numérique. C'est comme un permis de construction. Okay. Et donc, nécessairement, avant qu'on passe à une application publique, surtout pour tout ce qui est public et tout ce qui est patrimoine commun, et donc il va falloir tout simplement répondre pour les taxes qu'on paye. Et donc, nécessairement, si on arrive à penser ce genre de permis, il va passer le filtre de 4 ou 5 paliers. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est moins par rapport à la complexité et tout ce qui est empreinte carbone? Et puis, est-ce qu'il est éthique au niveau de biais, etc.? Eh bien, je pense que ça va être très, très utile pour la société. Nicolas Bernier? Oui, mais je pense que c'est un effort collectif là, de sensibilisation et d'éducation. En fait, plus que c'est virtuel, plus que c'est matériel, comme disait Guillaume Pitron. Et on a vraiment besoin d'une conscience. C'est qui ce Guillaume Pitron? Un essayiste français qui s'est intéressé on en sort sur les métaux rares. Mais il faut dire que la France est un exemple et je pense qu'on doit s'en inspirer. Vraiment, c'est un exemple. Même si c'est très complexe tu l'as bien résumé, c'est très complexe pour les législateurs en ce moment sur la scène politique.
géopolitique de légiférer sur le numérique. Mais en ce moment, on a l'exemple français qui vraiment, il y a une loi très forte et des exemples. Et je pense qu'il faut s'en inspirer. Et il faut s'éduquer lorsqu'on s'amuse à faire des images d'IA génératives pour le fun, pour le divertissement. Mais ça a un coût environnemental très fort. Ouais. Et donc, est-ce qu'on préfère faire des applications pour la santé, soigner le plus grand nombre de personnes, ou on veut juste se divertir avec le numérique? Et on n'aura pas le choix de se donner une contrainte collective. Tout à fait. Merci, Nicolas Bernier. Jessica, on termine avec vous. Et du côté institutionnel, je pense que justement, on va encore une fois dans les prochaines années, puis tu sais, avec des gens justement comme mes collègues ici à ma gauche, continuer à faire beaucoup de sensibilisation de notre côté pour après ça, justement, moi je vais mettre mon chapeau bad cop avec un peu une philosophie, mais un peu plus de concret, puis de leur dire, là, je pense que on arrive à un point où est-ce qu'il faut bouger maintenant. Évidemment, c'est mon rôle, j'ai de la misère à le faire seul. C'est pas Jessica Trudeau dans tout Montréal qui va réussir à changer le domaine financier, du moins. Pas encore, du moins, sauf que c'est quand même je pense que tu sais, oui, on a plusieurs initiatives à Montréal. En ce moment, justement, moi, j'essaie de créer avec tous les joueurs de Montréal, table économique, justement, Finance Montréal, essayer de regrouper nos joueurs importants pour être capable de sensibiliser. Puis c'est là que j'aurai besoin de mes amis ici à la gauche, mais je finis sur quand même un message d'espoir qu'on peut y arriver en prévention et non arriver à une date fatale. Ben merci à vous quatre. Merci Jessica Trudeau, merci Nicolas Bernier, Nicolas Merveille et Mohamed Chériette. Évidemment, le colloque est lancé avec cette discussion, mais il y a des activités tout le reste de l'après-midi. Merci beaucoup et merci aux gens qui étaient là. Vous avez été très attentifs et réactifs. Merci, vraiment. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors voilà ce qui conclut ce 13e épisode de la balado. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi, vraiment. Donc merci à Valentina Poc du CIROD. Merci à Sarah Courcelle de l'ETS avec qui, c'est avec ces deux personnes-là qu'on a élaboré cet épisode-là. Merci à ceux qui ont accepté de participer à ce panel de discussion. Jessica Trudeau, Nicolas Bernier, Nicolas Merveille, Mohamed Chériet. Merci vraiment à tous ceux qui ont contribué donc à rendre possible cet épisode. On va terminer bien sûr en musique avec une chanson qui pourrait être une sorte d'appel à une certaine sobriété numérique. C'est une chanson que je me rappelle plus si je l'ai diffusée. Je le sais, je le dis à chaque fois, là, mon maudit fichier qui répertorie les chansons que j'ai diffusées, il manque quelques épisodes, puis je prends jamais le temps de tout revoir dans les épisodes. C'est la chanson GAFA de Nicolas Ciccone, une chanson qui date de 2021, avant le M. Parce qu'aujourd'hui, on dit les GAFAM. Et j'ai repensé à cette chanson-là parce que j'ai eu la chance de croiser Nicolas dans une épicerie italienne cette semaine. Très cliché, mais c'est la réalité. Et il est très sympathique en passant. Et cette chanson-là est quand même assez drôle. Et je me rappelle quand la chanson est sortie, tout le monde riait de Nicolas Ciccone, des paroles de cette chanson-là. Évidemment, c'est très, très... il n'y a pas beaucoup de... Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Hein. On est vraiment très terre-à-terre, mais... Étonnamment, 4 ans plus tard, on est obligé de se dire que ce qu'on trouvait un peu loufoque à l'époque dans le texte de Ciccone, c'est en train d'arriver, en fait. Et la chanson finit par devenir, petit à petit, peut-être un classique. Alors voilà, c'est comme ça qu'on termine cet épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode coup de cœur que vous n'avez pas entendu encore. C'est une entrevue que j'ai faite cet automne, j'en dis pas plus. Mais on parle beaucoup de la remise en question du droit à l'avortement, et on va être exactement dans ce sujet-là avec une rencontre exceptionnelle que j'ai eue avec une autrice et une militante des années 70 du droit à l'avortement. Je n'en dis pas plus. Soyez là la semaine prochaine. Et en attendant, faites attention sur les traces que vous laissez sur les réseaux sociaux. Bye bye. GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Ils nous programment à chaque jour comme des drones, mais personne ne le croit. On ne s'aperçoit pas qu'en esclave on se rend.
devant le 1%. À chaque fois que tu partages tes photos sur le net, que tu achètes ou vends, que tu écoutes un film sur le web, tu laisses une trace de toi. Tu sors de l'anonymat, toi tu ne les vois pas, mais aussi qu'ils te voient. Mais au fond, sans balance, mets une belle photo de toi. On veut voir tes gros lolos, partage-la, commente-la. Et on rit, tout est ridicule ici. C'est notre génération, c'est notre génération. GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les nouveaux puissants, déclassant tout pays et tout royaume, leur territoire s'étend jusque dans l'inconscient. Leurs armées se composent des cœurs de nos enfants. À chaque fois que l'on ferme un journal ou une radio, qu'on banqueroute une boutique, un cinéma ou un marchand de mots, on se radicalise, on s'individualise, on se soumet lentement, on s'isole tout doucement. Mais au fond, sans balance, mets une belle photo de toi. On veut voir tes gros lolos, partage-la, commente-la. Et on rit, tout est ridicule ici. C'est notre génération, c'est notre génération. GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Ils nous programment à chaque jour comme des drones, mais personne ne le croit. On ne s'aperçoit pas qu'en esclave on se rend devant le 1%. Mais au fond, sans balance, mets une belle photo de toi. On veut voir tes gros lolos, partage-la, commente-la. Et on rit, tout est ridicule ici. C'est notre génération, c'est notre génération. GAFA.